Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du vendredi que l'on vous tourne. Alors vous allez comprendre, le stock par rapport à la précédente vidéo qu'on a mise lundi n'a pas beaucoup bougé. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'activité, c'est parce que cette vidéo on la tourne mercredi. Là moi je m'en vais en formation demain pendant 10 jours pour Transac Auto, donc on tourne cette vidéo en avance. Mais le sujet va vous intéresser. Alors on ne va pas trop vous parler du stock et des arrivées et des sorties parce que clairement en 2 jours il n'y a pas eu grand chose. Enfin, on a vendu quelques autos, mais on va en parler rapidement. Mais on va rapidement parler au sujet du jour qui, je pense, va vous intéresser. Suis-moi, Antoine. Avant toute chose, j'aimerais faire une parenthèse sur cette Audi R8 qui est vendue, que je présentais lundi, qui n'était pas encore vendue, mais là, elle est vendue, ça y est. Beaucoup de gens, dans les commentaires, m'ont dit oui, c'est une merguez, ci ou ça. Alors déjà, c'est pas du tout une merguez. Sachez que cette voiture, avant de la rentrer, on l'a essayée. L'historique, les révisions, ça n'a rien d'une merguez. La voiture est de 2008, donc effectivement, elle a un passif. Elle a eu le sinistre dont je vous ai parlé, elle a eu le changement de compteur. Voilà, ça peut freiner certaines personnes, mais néanmoins, moi, ma vision du business est la suivante. Certes, il faut vendre des produits qualitatifs, c'est important, mais quand on a des produits, et c'est pas un produit qualitatif, c'est un produit qui présente certains défauts, c'est vrai, le prix s'en ressent et surtout, il faut de la transparence. Je vais vous donner un exemple. Demain, je mets en vente une Audi RS6 dernier modèle, 130 000 €. Très bien. Je mets la même Audi RS6 sans volant, sans les roues, à 50 000 €. Vous allez vous dire, mais c'est une affaire, je l'achète tout de suite. Eh bien oui. Donc si j'adapte le prix finalement aux caractéristiques et au passé de la voiture, ça peut être une bonne affaire pour certaines personnes, si tant est qu'on soit transparent. Mais moi, je suis transparent puisque devant 50 000 personnes, j'ai dit ce qu'elle avait comme voiture. Et la preuve, la personne qui est venue, qui l'a acheté, a dit, moi, ces aspects-là, ces défauts-là ne me dérangent pas. Moi, j'achète la voiture pour l'utiliser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qui est écrit 83 000 au lieu de 103 000 sur le compteur? Si je sais et qu'avec les documents, on peut prouver qu'elle est 103 000, ben, il a raison, c'est lui qui a raison. Donc, voilà, les personnes qui ont dit c'est une merguez, c'est un truc, c'est un machin, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, les amis, dans quelques mois, j'ai mon Alpine A110R qui arrive. Et peut-être une GT3 RS pour l'année prochaine. Je ne pense pas que ce soit votre cas, donc allez vous faire enculer. Allez, c'est parti. Les amis, normalement, on a signé la vente de cette Mégane RS. Non, mais en vrai, je fais une petite parenthèse. Je dis ça en rigolant, j'en vois chier les gens en rigolant, mais moi, ma façon de faire le business, c'est la suivante, c'est qu'on peut tout vendre, vraiment. On peut même vendre des carcasses, des voitures avec des moteurs, des machins. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les épaves, il y a des gens qui sont spécialisés dans les retours de vol, etc. Ce qu'il faut, c'est être transparent. Ça n'enlèvera en rien le sérieux que peut avoir une entreprise ou autre. Ce qu'il faut, c'est un discours transparent. Voilà, c'est tout. Si je vous disais, écoutez, je vends cette voiture, mais j'omets le sinistre, j'omets de mentionner le sinistre, j'omets de mentionner le changement de compteur, là oui, je serais une merde. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque je le dis. Et c'est ça toute la différence. Donc ça, normalement, on attend une réponse, mais elle est pratiquement vendue. Celle-ci vendue, et puis celle-ci, elle est vendue. Ouais, bon, ça sert à rien de parler du stock. De toute façon, ça n'a pas trop bougé, mais quasiment tout est vendu ici. Il y a beaucoup d'arrivées. Il y en a une notamment cet après-midi, deux cet après-midi, une Audi RS4 et une Mégane GT. Demain, on a une Mégane 4RS 280. Bon, beaucoup d'activités. Je vous invite à nous suivre sur Instagram pour voir tout ça. On passe au sujet de la vidéo, on monte au bureau. C'est parti. Là, tu me filmes marcher. J'ai l'impression d'être dans une émission TV. Le GT4RS, vous le connaissez tous. Hop. Voilà, ça sert à rien d'en parler. Hop. Putain, ça sent la bouffe ici. Ça sent le hachis parmentier. Bon les amis, je t'en prie, assis-toi. Déjà, je voudrais remercier devant une bonne partie de la France, c'est prétentieux ce que je dis, cette petite bougie. Ah, c'est ce qu'il vend? Ouais. Extraordinaire. Petite bougie qu'Antoine m'a offert, ça me fait grand plaisir. Il paraît que quand on l'allume, ça crépite. Ouais. Non, bah écoute, je vais la ramener chez moi. Les amis, je voulais... Putain, ça sent bon. Ça sent vachement bon. Je voulais évoquer avec vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'une des premières vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, enfin,
sur le renouveau de la chaîne, parce que j'avais fait des vidéos avant, mais je les ai effacées. En tout cas, une des premières vidéos qu'on avait faites avec Jeff, c'était sur le vol de nos 3 Mégane 4 RS. Je pense que vous avez tous vu, et tous vu passer en tout cas des choses à ce sujet-là. Les 3 Mégane 4 RS Trophy que nous nous sommes fait voler avec Jeff, c'était début septembre, je crois que c'était le 2 ou 3 septembre. Sachez que nous venons à peine de recevoir le remboursement. Et je voulais, avec vous expliquer plusieurs choses. Déjà, revenir sur comment fonctionne le processus d'indemnisation de l'assurance quand on se fait voler un véhicule, que ce soit auprès d'un pro ou d'un particulier. Donc les amis, pour vous expliquer un peu le processus de remboursement dans le cadre d'un vol ou même d'un sinistre, hein, c'est un petit peu le même. Un sinistre qui classe votre véhicule épave ou en gros quand vous décidez de vous faire rembourser votre véhicule plutôt que de le réparer. Comment ça se passe? Nous, on s'est fait voler les voitures le 2 septembre. Le 3 ou 4 septembre, on a reçu donc, des dossiers à remplir pour les 3 véhicules, donc des dossiers qui nous demandaient tout un tas d'informations. Les factures de révision, l'entretien, les factures d'achat, très important, j'y reviendrai, du véhicule, facture d'achat ou preuve de paiement dans le cadre d'un achat auprès d'un particulier. Quand c'est un professionnel, on a une facture d'achat, donc on la fournit. Quand c'est un particulier, la seule façon de prouver combien on l'a payé, c'est de fournir les preuves de virement et les relevés de compte. Donc, ils nous les demandent, on les a fournis. Et voilà. Il faut savoir qu'il y a un délai légal de 1 mois et 1 jour qui fait qu'on ne peut pas être le véhicule avant ce délai-là n'est pas considéré comme entre guillemets perdu. C'est-à-dire que avant 1 mois et 1 jour, si le véhicule est retrouvé, s'en viendra deux conséquences. S'il est retrouvé dégradé, l'assurance vous dira on paye les réparations, est-ce que vous voulez le garder ou pas? On peut dire non, dans ce cas l'assurance garde le véhicule, fait les réparations ou le vend en l'état, c'est plus notre problème. Si le véhicule n'a pas de dégâts, etc., il vous le restitue. Quand c'est passé 1 mois et 1 jour, à ce moment-là, le véhicule est déclaré entre guillemets perdu, volé, en tout cas, voilà. Et là, l'assurance, entre guillemets, vous indemnise. Dans la théorie, c'est 1 mois et 1 jour. Dans la pratique, c'est beaucoup plus. Là, on est le 22 novembre, on vient à peine d'être remboursé, donc ça fait plutôt 2 mois et demi, 3 mois. Et moi, j'ai des cas d'études, des cas où j'ai des amis qui ont mis 3, 4, 5, 6 mois à se faire rembourser. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'assurance, elle délègue ce travail-là à des cabinets d'experts. Vous savez ce que je pense des experts automobiles, j'en pense pas du bien. Maintenant, ça ne tient qu'à moi. Faut savoir aussi, hein, je fais une petite parenthèse, lors de ma précédente vidéo, j'étais pas très tendre avec les banquiers. Les banquiers, je les aime pas et je les déteste et je soutiens ça. Pourquoi? Parce que je les ai pratiqués, les banquiers. J'ai tout eu. J'ai eu des banquiers à la Banque Postale, j'ai eu des banquiers à la HSBC, j'ai eu des banquiers au CIC et c'était tous des incapables et des bons à rien, il faut le savoir. De toute façon, comment tu veux donner une tâche comment tu veux dire à des gens, en gros, t'aider à gagner de l'argent quand ces gens-là n'en gagnent pas? Si tu veux, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est comme demander à un vendeur de voitures sportives alors qu'il ne connaît rien aux voitures sportives. C'est exactement la même chose. Un banquier, ça gagne 1 800 € net par mois. Comment tu vas arriver dans sa banque et lui faire comprendre que tu vas créer un projet qui a besoin de 200 000 €? Il ne va pas comprendre, le mec. Donc on ne lui en veut pas, hein. Mais bon, je ne vais pas m'éparpiller. Mais en gros, voilà, les experts automobiles, je les classe dans la même catégorie. C'est souvent des incompétents et c'est des gens qui viennent avec une expertise avec un iPad et ils appuient sur des boutons, oui, présence je sais pas moi, de rouille, ils appuient sur le bouton, tu sais, il y a pas ils intellectualisent pas le processus d'expertise, tu vois, et c'est exactement dans le cas, c'est exactement la même chose dans le cas d'un chiffrage, hein, puisque le chiffrage d'un véhicule, ça veut dire en gros déterminer la valeur d'un véhicule sur le marché, et en gros c'est ce que délègue l'assurance à un cabinet d'expertise pour en gros en déterminer une valeur de remboursement. Et c'est pour ça qu'ils demandent tout un tas de choses, notamment des factures de entretien, des photos du véhicule, etc. Ce qui, dans un premier temps, est plutôt pertinent puisque avec ces documents-là et ces preuves-là, ces pièces-là, on va pouvoir dire tiens, ce véhicule, il vaut tant, etc. Mais sauf que l'expert, il va mettre 2 mois, alors je ne dis pas qu'il a que mon dossier, mais l'expert, la plupart du temps, va mettre 2-3 mois à formuler un chiffrage quand ça prend 5 minutes. Nous, marchands auto, tous les jours, on a des demandes de reprise, de rachat, etc. Si on mettait 2 mois ou 3 mois à formuler un chiffrage, t'imagines
on ne ferait aucun rachat en fait, et on ne ferait aucun achat tout court, tu vois. D'autant plus que nous, c'est dans le cadre d'une revente derrière, donc on n'a pas le droit à l'erreur. L'expert, quand il chiffre un véhicule, il doit déterminer une valeur, mais en vrai, la valeur qu'il va rembourser à son client à 500 € près, c'est pas ça qui va faire qu'il va gagner ou pas de l'argent. Ça ne met pas, si tu veux, en péril son business. Nous, si on s'amusait à faire des chiffrages de merde, on perdrait de l'argent. Enfin, on ne pourrait pas être pérenne dans notre activité. Donc voilà encore le processus. Donc tu as un délai d'un mois et un jour qui souvent est plutôt de 2 à 3 mois. L'expert te fait une proposition de chiffrage. Je vais regarder si j'en ai, mais oui, je dois en trouver une et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc nous, il faut savoir que, ça c'était quel dossier ça? Il faut savoir que nous, donc ça c'était pas la nôtre, je pense que c'est plutôt celle-ci. Il faut savoir que nous, voilà, celle-ci c'est intéressant. Voilà. En gros, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut savoir que nous, en fait, il y a 2 cas de figure. Si vous êtes particulier et que vous faites voler votre véhicule, on va vous déterminer ce qu'on appelle une valeur à dite d'expert. Donc en gros, une valeur du véhicule sur le marché. Néanmoins, donc en gros, l'équivalent, si vous voulez racheter la même sur le bon coin, combien vous la paierez? Et on vous rembourse ce prix-là, moins une franchise si vous en avez une. Néanmoins, il y a une loi, une règle qui est très simple qui dit on ne peut pas s'enrichir avec l'assurance. Je m'explique. Demain, vous achetez une Mégane RS, vous l'achetez 30 000, vous l'achetez 30 000, vous l'achetez bien. Admettons que vous faites un coup de fusil, elle vaut 35 sur le marché, vous l'achetez 30. Demain, vous la faites voler, on vous en remboursera que 30, même si vous ne pouvez pas retrouver la même équivalente sur le marché. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur l'assurance. Néanmoins, ça c'est discutable si vous avez votre véhicule depuis plusieurs années et que on va dire que votre voiture, en fait, le marché monte. Vous l'avez acheté au creux du marché, au bout de 2-3 ans, le marché est monté, votre voiture vaut quelques milliers d'euros de plus que ce que vous l'avez acheté. C'est discutable, là vous allez pouvoir, je pense, négocier avec votre assurance et vous faire rembourser une vraie valeur à dite d'expert. Mais en réalité, c'est très rare que votre voiture coûte plus cher que ce que vous l'avez acheté. Dans 90% des cas, vous achetez une voiture chez le concessionnaire 15 000, quelques années après, elle en vaut 12. C'est pour ça que cette question-là, elle se pose souvent chez les gens un peu comme moi qui sont un peu malin. Moi, je suis en pro, mais les particuliers un peu comme moi, j'ai toujours bien acheté mes voitures, j'ai toujours essayé de les acheter moins cher que ce qu'elles valaient. En revanche, pour le commun des mortels, il achète une voiture, il s'en sert, elle coûte moins cher, donc il n'y a pas de sujet, si tu veux. L'expert va déterminer une valeur et souvent, cette valeur-là, elle va être en dessous de celle à laquelle vous allez l'avoir achetée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet-là, mais dans notre cas, nous, si tu veux, nous, on est marchands, donc nous, on achète des voitures évidemment moins chères que ce qu'elle coûte sur le marché, puisque notre but, c'est de gagner de l'argent. Donc en fait, le travail de l'expert, il est simple. C'est de regarder combien on a acheté la voiture et de regarder rapidement sur Internet et de se dire, bon, oui, il l'a effectivement acheté en dessous du prix du marché, on lui rembourse valeur d'achat et pas de valeur de vente, puisque si c'est valeur de vente, on s'enrichit sur l'assurance et ce n'est pas possible, je vous l'ai dit. Donc en fait, dans notre cas à nous, en tant que marchand, le travail de l'expert, il est même beaucoup plus rapide que dans le cadre d'un chiffrage traditionnel. Il va prendre en compte la facture d'achat du véhicule et tout simplement, point barre, il va dire, bon, je vous le rembourse tant, moins la franchise. Ce qui s'est passé sur cette Mégane RS, tu vas pas montrer parce qu'il y a des documents un peu avec des références, des trucs un peu pas confidentiels, mais bon, je vais pas non plus tout montrer. Mais en gros, la Mégane RS grise, pour ceux qui suivent un peu sur Instagram, qu'on avait rentré une trophy, toit ouvrant, une bombe atomique, qu'on avait vendue en plus, sachez-le. Cette voiture était vendue en attente de livraison et quand on se l'est fait voler, on a dû rembourser nos clients. C'est une voiture qu'on avait achetée 33 950 € sur la facture d'achat. Voiture qu'on avait vendue 42 000 €. Évidemment, il y avait un malus. Donc, en gros, grosso modo, cette voiture en malus, on a dû la vendre 38. Donc, on avait pris 5 de marge, belle marge. Et ils ont mis 2 mois à nous faire une proposition. Alors, sur la facture d'achat, on l'avait achetée chez Renault en Belgique, cette voiture. Donc, voilà, il n'y a même pas d'histoire de particulier, de trucs. C'est Renault, boum. Donc, ils nous l'ont remboursé 33 950 au prix d'achat. Et ils ont mis 2 mois à nous chier ça. Et en fait, ce qui se fait au bout de 2 mois et demi, donc, ils nous font une proposition d'indemnisation. Tu l'acceptes. Donc, si tu l'acceptes, tu dis oui, j'accepte. Et ensuite, tu cèdes la voiture à l'assurance. C'est la voiture qui devient propriétaire. C'est l'assurance qui devient propriétaire de la voiture. Donc, si elle est retrouvée dans quelques mois, c'est l'assurance qui va du coup la récupérer et après faire ce qu'il veut avec. Souvent, ces voitures-là, elles sont
vendues aux enchères, ou alors si, voilà, oui, même la plupart du temps, elles sont vendues aux enchères. Si elles sont en état d'épave et tout, voilà, elles partent à la casse, mais globalement, ça se passe comme ça. Donc toi, tu cèdes la voiture à l'assurance, et lui, et l'assureur, en échange, va t'indemniser donc ce qui était convenu, donc 33 950 dans notre cas précis. Dans le cas où tu refuses l'indemnisation, tu dois le discuter, donc prouver pourquoi tu n'es pas d'accord, etc. Dans notre cas, il n'y a pas d'histoire, parce qu'en fait, ils nous ont proposé une valeur d'achat, on ne peut pas leur demander plus, parce que clairement, on ne peut pas s'enrichir avec l'assurance. Néanmoins, s'ils nous avaient proposé moins, là, on l'aurait contesté, on aurait dit, mais comment ça? La voiture à la revente, elle coûte 42, puisqu'on l'avait vendue 42. J'avais même fourni la facture de vente, pour te dire, le bon de commande signé. Donc on aurait dit, on l'a vendu 42, on l'a acheté 33 950. Comment ça se fait qu'on ne se fait pas rembourser au moins 33 950? Là, ce n'est pas le cas. Ils nous ont remboursé, donc il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est vrai que voilà, je voulais expliquer un peu le processus d'indemnisation. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Néanmoins, moi, là où je suis un peu déçu, ce n'est pas auprès de mon assureur, parce que mon assureur a joué le jeu, Allianz. C'est un bon assureur. Moi, là où je suis un peu plus partagé, c'est sur le cabinet d'experts. Je ne comprends pas comment. Alors encore une fois, je sais qu'ils ont des milliers de dossiers à traiter. Néanmoins, dans le cadre, et c'est ce que je leur reproche, dans le cadre d'une activité comme la nôtre, notre trésorerie, c'est ce qui nous sert à faire de l'argent. C'est pas, je ne dis pas que dans le cadre d'un particulier, il n'a pas besoin de sa voiture et pas besoin de se faire indemniser. Je pense qu'il en a énormément besoin parce que c'est ce qui aussi parfois lui sert à aller au travail, etc. Mais dans notre cas, c'est aussi fondamental d'être remboursé rapidement. Il y a un délai d'un mois et un jour légal. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi les experts ne font pas leur chiffrage, surtout dans notre cas, où, si tu veux, tu regardes la facture d'achat, tu la répercutes, ça prend 10 secondes, tu vois. Tu fais ce chiffrage dans les un mois et un jour, comme ça, au bout d'un mois et un jour, tu valides la proposition et tu es remboursé en un mois et demi, tu vois. Et derrière, on récupère l'argent, on rachète des autos et ça suit son cours. Moi, je suis un peu déçu de. Voilà, mais bon, j'ai de toute façon un avis sur les cabinets d'experts et les experts en règle générale. Pour moi, c'est pas tous, mais c'est un peu comme les banquiers, si tu veux. C'est que ça arrive dans le cabinet habillé en petit costume de chez Brice et en petit pointu, frérot, de chez Minelli, frérot, et ça sort son iPad, ça fait des expertises sans interpréter les choses. Je vous dis ça parce que moi j'ai un passif avec les experts. Je vais vous donner un exemple. J'ai un expert derrière, j'ai un expert il n'y a pas très longtemps qui passe pour expertiser un véhicule avant une vente. Un client me dit, écoutez, votre véhicule m'intéresse, par contre j'aimerais avoir l'aval d'un expert. C'est à ma charge, il me faudra juste un pont à disposition pour qu'il puisse voir sous la voiture, etc. Je ne fais pas de souci, moi je suis transparent, tu vois. Le mec vient, un mec qui connaît rien aux voitures en fait, juste un expert, mais un mec qui si tu veux, qui a pas, tu sais, c'est un peu comme en médecine, tu as le bénéfice-risque. C'est-à-dire que quand tu vas devant un médecin, un professeur, un médecin, un docteur, il va te prescrire des médicaments ou il va te dire il faut se faire opérer, etc. Puis il va faire ce qu'on appelle une balance entre le bénéfice et le risque de faire ça. Si on te donne un médicament, est-ce qu'il y a plus de chances que ça te soigne ou est-ce que les effets négatifs vont pas passer au-dessus de la guérison, du bienfait que ça peut t'amener? Bon, voilà. Et ça c'est fondamental de réfléchir comme ça parce que demain, tu as un cancer, on va te dire, écoute, on va t'opérer, mais en fait, l'opération, elle va te mettre pendant des années en vrac, machin, tu ne vas plus pouvoir marcher. Enfin, c'est un exemple voilà, que je donne, mais et au final, même si ça te guérit de ton cancer, tu vas te retrouver plus mal que si tu avais continué ton cancer avec des traitements. Bon, vous voyez le sujet. Quand c'est le cas d'un expert qui regarde une bagnole, il a son iPad et il clique sur des cases, parce que c'est ça en fait. Donc il regarde, oui, bon ça, présence de rouille, machin, truc. Bon, j'ai fait l'expertise avec la voiture dont je vous parlais, je reviens sur mon cas. Et le mec, la Mégane RS, parfaite, tu vois. Et puis il voit un soufflet un petit peu percé, il dit, tiens, ça suinte un peu d'huile, là, il faut changer le soufflet. Moi, la voiture étant passée au contrôle technique, elle sortait de révision chez Renault, donc elle avait été vue 2 fois par le contrôleur technique et par Renault, qui n'avait pas nécessité de changer ce soufflet de cardan. Moi, j'explique aux experts, je dis, vous pensez vraiment que c'est nécessaire? Là, on va démonter une transmission, ça risque peut-être de créer du jeu, les roulements. Tu vois, je ne suis pas mécanicien, mais pour changer un soufflet, il faut démonter le moyeu, il faut toucher au roulement. Donc, ça peut être sujet quand même à... Ça ne va pas louper. Mon acheteur m'a dit, écoutez, je vous achète la voiture sous condition que le soufflet soit remplacé. Nous, on a dit, ok, pas de souci. On a payé un remplacement de soufflet, ça a coûté 300 €, soit. Mais derrière, le client a récupéré sa voiture.
il a eu un bruit de transmission, on a dû changer toute sa transmission, puis ensuite un problème avec une rotule de suspension, tout ça qui était induit au remplacement de soufflet qui lui-même n'était pas essentiel selon moi. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ce changement de soufflet, nous on aurait économisé 1000 balles et notre client ne se serait pas retrouvé avec une voiture depuis 1 mois et demi au garage. Donc si tu veux, et c'est pour ça que j'en veux aux experts, c'est souvent ça en fait les experts, c'est que si tu veux, ils n'interprètent pas les choses. Bêtement, ils remplissent des trucs, des machins, et finalement, ça ne remet pas à des gens d'expérience qui vont interpréter le truc, tu vois. J'en veux pas à tous les experts, je sais que le panel de mission d'un expert est très vaste. Ce n'est pas juste le mec qu'on appelle, qu'on paye 300 balles pour expertiser une caisse. Mais néanmoins, souvent, les experts, c'est des gens qui sont longs, qui interprètent mal les choses, qui connaissent finalement assez peu le marché de l'automobile. C'est vrai, il faut le dire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas mieux que les marchands auto comme nous qui passons notre temps à acheter et vendre des voitures. Voilà. Sauf que on va s'en référer à des experts qui sont derrière des bureaux pour déterminer une valeur d'un véhicule. Alors qu'en fait, ils n'ont jamais vendu de voiture. C'est ça que je leur reproche. Bon, enfin voilà. En tout cas, je vais encore me faire des amis après de cette vidéo. Mais bon, voilà, c'est mon interprétation en tout cas que j'ai eue avec les experts. Et c'est surtout, voilà, c'est du terrain que je suis en train de vous dire. C'est ce qui s'est passé là. Je suis même pas en train d'interpréter. Je suis en train de vous donner des situations. Donc, on n'accepte ou pas, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à vous pour vos retours, vos vues qui sont extraordinaires. Et puis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!